Bon, je suis au petit ouvrage de Saint-Ours-Haut, enfin du haut de Saint-Ours, pardon. Alors par là-bas, il y a le col de l'Arche. Par là-bas, c'est Josier Barcelonnette. Voilà, pour vous situer. Donc c'est un ouvrage qui verrouille le col de l'Arche. Et voilà la surprise. Voilà le gardien des clés. On va vous parler un petit peu du fort, vite fait. Oui, bienvenue. Voilà, ça c'est le fort de Saint-Ours. Voilà, donc fort Maginot, fait dans les années 30, entre 30 et 36, comme la plupart des forts de la vallée ici. Puisqu'on a le passage intéressant qui est ici, hein, c'est celui du col de l'Arche qui est un petit peu plus loin. Alors, la vallée en elle-même n'a pas vraiment de grand intérêt, hein, c'est plutôt, on va dire, une porte d'entrée pour tout ce qui se trouve derrière, hein, pour accéder notamment à Grenoble, Briançon, etc. Ici, voilà, le col de l'Arche, hein, il faut savoir que c'est un passage qui est réputé depuis très longtemps comme étant le plus facile pour passer la chaîne des Alpes. En réalité, il n'y a pas beaucoup de passages faciles comme ça. Il y a Montgenèvre à côté de Briançon et ici. Donc ici justement c'est le plus facile. Alors l'intérêt du col de l'Arche, c'est qu'il n'est pas très élevé en altitude, un peu moins de 2000 mètres de haut, hein, ce qui est quand même plutôt bas par rapport à tout le reste. Et surtout il y a un accès routier qui existe là depuis très longtemps, hein, qui a été installé par François Ier pour rejoindre la fameuse bataille de Marignan en 1515, hein, c'est pour cette raison que l'accès est installé. Et par la suite il y a beaucoup d'armées qui vont passer par ici, donc notamment Napoléon pour la campagne d'Italie, choisit aussi de passer par là, etc. Donc c'est là qu'on trouve le plus gros de la défense, mais il faut se dire qu'il y a vraiment de la défense installée tout le long de la frontière italienne. Ici, si vous avez l'occasion d'aller du côté de Fouillouse, Maljacé par exemple, tout ce qui est au fond de la vallée, vous allez trouver des forts un petit peu partout, hein. À l'époque, on protège vraiment tous les passages possibles, tous les cols, hein, même les plus difficiles d'accès sont vraiment protégés. Alors, sur la vallée du Bayette, ici, on a 3 lignes défensives qui vont être installées à l'époque. Donc, la première, la plus proche de la frontière, ce qu'on va appeler donc la ligne d'avant-poste. Ça c'est à peu près à 5 km de la frontière italienne. C'est 2 forts ici principalement, donc un ouvrage qui se trouve juste au-dessus du village de l'Arche, qui s'appelle d'ailleurs l'ouvrage de l'Arche, on ne s'est pas trop embêté avec les noms à l'époque. Et le deuxième fort utilisé pour la ligne d'avant-poste, c'est la batterie de Viresse. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà celui-là. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Viresse c'est une montagne qu'on trouve juste derrière ici. Donc le fort de Viresse, il a été installé vraiment tout au sommet de la montagne à la fin du 19e siècle, hein, et donc il va être intégré au système défensif Maginot. Il y a quelques parties qui ont été rebétonnées à l'époque pour les rendre un petit peu plus opérationnelles. Et voilà, donc à l'époque de sa construction, c'était un des forts les plus hauts du monde, hein. Celui-là, il est presque à 2800 mètres d'altitude, assez vite dépassé par le fort du Chaberton, construit à peu près à la même période. Si vous connaissez, c'est un fort italien qui est à 3100 mètres d'altitude, hein, en l'occurrence, c'est les Italiens qui ont gagné à l'époque. Mais voilà, 2800 c'est déjà pas mal. C'est un ouvrage qui servait un petit peu à tout, Viresse, hein. C'est à la fois donc une position d'avant-poste puisqu'ils sont très proches de la frontière, poste d'observation assez idéal, hein, puisque de 1800 on voit vraiment des dizaines de kilomètres côté italien. Et il y a aussi une batterie de canon qui était installée là-haut pour tirer en direction de l'Italie. Deuxième ligne défensive ensuite, c'est ici ce qu'on va appeler la ligne de résistance. Donc c'est là qu'on a le plus gros de l'armement qui est installé. Alors la pièce maîtresse du dispositif, elle se trouve au fort de Roche-la-Croix qui est en face. Là-bas, c'est vraiment la position stratégique la plus intéressante de la vallée. Depuis le fort de Roche-la-Croix, on a vraiment un contrôle sur toute la vallée du Bayette qu'on va défendre. On voit le col de l'Arche, qui est le passage qu'on défend ici. Et le fait d'être en haut d'une falaise d'à peu près 300 mètres de haut, ça va permettre d'être protégé de pas mal de choses à l'époque. C'est un système mécanique manuel. Il est juste donc très bien équilibré. Il y a deux gros contrepoids qui sont en dessous ici, qui pèsent à peu près une demi-tonne chacun. Donc le pont en totalité c'est à peu près 2 tonnes, hein, donc ça permet d'équilibrer tout ça, ce qui fait qu'il est assez facile à manipuler.
Est-ce que quelqu'un veut essayer de relever le pont pour voir comment ça marche? Oui, allez. Il faut tirer sur la chaîne. Alors attention au contrepoids là. Voilà, il faut mettre un peu de force au début, puis après ça vient tout seul. Pour les grottes et tout. Là, je vais terminer. Vous pouvez témoigner, c'est plutôt facile, on est d'accord. Alors il y avait quand même une petite sécurité sur le pont pour notamment éviter qu'il soit trop facilement ouvert de l'extérieur. Donc c'est les poignées qu'on a de chaque côté ici. Vous pouvez voir qu'elles activent cette poignée, elle active un loquet là. Et donc ça permet de bloquer le pont en position relevée une fois qu'il est fermé. Donc ça c'était, voilà, il fallait être au moins 2 à l'époque pour pouvoir manipuler le pont. Voilà, éviter qu'il soit ouvert trop facilement de l'extérieur. Il faut traiter comme moi avec la scie. Vous dites pas. Je vais passer de l'autre côté, récupérer le plan, puis vous montrer un peu tout ce qu'on va aller voir. Comme ça. Merci pour la lumière. Voilà. Donc ça c'est le fort de Saint-Ours, donc à peu près 3000 m² en souterrain, comme je vous l'ai dit, pour vous donner une idée de la taille de tout ça. Donc le couloir qui est là, il fait à peu près 60 mètres de long, celui-là fait à peu près 85 mètres de long. Je vous donne une petite idée de la taille. Donc nous on est ici au niveau du bloc numéro 1, donc le bloc d'entrée. Une fois qu'on va donc descendre l'escalier qui se trouve derrière, ici on va arriver d'abord à la partie zone de vie qui est là. Donc la zone de vie, c'est d'un côté tout ce qui est dortoir, cuisine, garde-manger, sanitaire, etc. Et puis aussi toute la partie fonctionnement de l'ouvrage, donc les moteurs diesel qui permettent de produire l'électricité. On a aussi un système de filtration de l'air, etc. Bon, je vous expliquerai un peu tout ça après. Ensuite, au bout du couloir, ici, donc on arrive à la partie zone de combat qui est là. Donc c'est la zone de combat, principalement le bloc numéro 2 qu'on a vu depuis l'extérieur. Ensuite, le bloc numéro 5 qui est donc quasi identique au bloc 2. Il y a juste un canon en moins. Donc celui qui couvre le ravin qui se trouve juste après. Et les blocs 3 et 4 qu'on a ici, ça ce sont des blocs d'observation dans lesquels il y a donc des cloches d'observation comme celle qu'on a au-dessus. Donc le bloc 3 est un peu au-dessus du fort, bloc 4 un petit peu en contrebas pour observer vraiment tout ce qui se passe aux alentours. Voilà, alors au milieu de la zone de combat, ici, ça c'est le poste de commandement. Donc là, on va diriger un peu toutes les opérations qui ont lieu dans l'ouvrage. Comme celle qu'on a ici, là, ça représente tout ce qui est air vicié qui est à l'intérieur, donc l'air sale qu'on va faire sortir. Donc ça vient d'un petit peu partout, usines électriques, les cuisines, les dortoirs, etc. Ensuite, les flèches bleues, comme les deux conduits qui sont au-dessus, ça c'est tout ce qui est évacuation de fumée. Donc les fumées produites principalement par les moteurs diesel, mais aussi la cuisinière à charbon, ce genre de choses. Voilà. On y va? Vous êtes prêts? On descend? Allez, c'est parti. Alors, pour défendre l'entrée, ensuite, on a donc deux créneaux de tir qui sont là. C'est notre fusil mitrailleur, ils appellent ça le comité d'accueil à l'époque, donc voilà, c'est bon, un peu rigolo. Il faut se dire que c'est vraiment la dernière défense qui était installée dans l'ouvrage, ici. À l'époque, il y a énormément d'explosifs qui sont... ça, c'est pas un garage à chariot, en réalité, c'est qu'ils avaient prévu de prolonger le couloir de ce côté-là, à l'origine, pour rajouter des pièces qui finalement n'ont jamais été installées. Donc, par exemple, il y avait un stockage de charbon supplémentaire qui était prévu, il y avait aussi une morgue, voilà, des choses qui finalement n'ont jamais été installées. On va aller voir la cuisine, c'est plus sympa que la morgue. Comité d'accueil, vous ne pouvez pas y rentrer? Si, on va le voir. Ah, ok. Là, ça m'étonnait. D'habitude, c'est une porte immédiate, mais... Ah, ça, ce qui est marrant, c'est que là, il est dans l'arrière-cuisine, en fait, quoi. Il a été posé juste là. C'est étonnant, quoi. Oui. Ouais, je trouve que ça montre bien que c'était pas un truc qu'on avait prévu d'utiliser. C'était un standard, l'effort. Mais après, c'est complètement réadapté par rapport aux lieux. D'accord. Et c'est ce qui est marrant, j'ai fait des études d'histoire médiévale et il y a déjà des choses comme ça qui existent au Moyen-Âge, quoi, pour défendre des couloirs, des tunnels, ils avaient fait des choses assez similaires. En fait.
À Saint-Agnès, c'est carrément un urinoir en plein dans le couloir principal. Ah oui. C'est Je pense qu'au bout d'un moment, ils mettaient par manque de place ailleurs et ils disposaient des choses un peu. Ouais, il est spécial de Saint-Agnès, c'est beau à visiter. J'ai jamais vu encore. On en a parlé plusieurs fois, j'irai voir, je pense. Pour la troupe, donc ça se faisait avec la cuisinière à charbon qui se trouve ici. Alors dans les ouvrages ici, on a beaucoup d'appareils qui fonctionnent au charbon parce qu'il y avait une mine de charbon qui se trouvait juste au-dessus du village de Saint-Ours à l'époque. Et donc voilà, on va favoriser l'utilisation du charbon. Cela dit, si vous allez à d'autres forts, hein, il y a aussi des cuisinières au fioul à certains endroits, des choses comme ça. Donc ça dépend un petit peu de la ressource qu'on avait apportée de nous. Donc le stockage de charbon était juste derrière la petite porte avec le sens interdit hein, qui est là. Alors en fait ces cuisinières elles sont prévues pour faire un certain nombre de rations à l'époque et celles-ci ont fait 250 rations en une seule fois avec donc ça c'est écrit sur la plaque d'identification, ce qui est plutôt pratique puisque la troupe ici au total c'était 244 soldats donc on fait vraiment à manger pour toute la troupe en une seule fois. Non. Par contre, comment? Il n'y avait pas de rab. Il n'y avait pas de rab, non, a priori non. Oui. Peut-être en période de paix, mais le reste du temps. Alors les gamelles qui sont là, une fois qu'elles sont remplies pour 250, alors c'est plusieurs gamelles, hein, mais vous pouvez vous douter qu'on ne va pas les transporter à la main, celles-là elles sont déjà très lourdes, vides, hein, donc on va venir rajouter l'armature métallique qui est ici, qui va permettre de les accrocher avec les crochets qui sont là, et ensuite on a un système de palan qui est juste au-dessus ici qui va permettre de les transporter. Alors il n'y a pas besoin de les transporter très loin à l'époque, hein, c'est plutôt les soldats qui venaient se ravitailler directement dans la cuisine. Et ensuite il n'y a pas de réfectoires qui sont installés ici, donc pas de pièces pour la prise des repas. La prise des repas ça se faisait sur les petites tables pliables qui sont dans le couloir derrière, que vous avez peut-être vu en arrivant. Voilà. Donc ça c'était assez peu confortable, hein, les soldats mangeaient debout sur les tables dans le couloir hein, pour le coup. Donc des tables comme ça, il y en a un petit peu tout le long de la zone de vie pour que voilà, les soldats puissent manger. Au niveau de la nourriture consommée, ça dépend beaucoup à l'époque si on est en période de paix ou en période de combat. Hein. Période de paix, il faut se dire déjà que les soldats ne sont pas obligés de rester en permanence enfermés dans l'ouvrage. Il y avait des baraquements en bois qui étaient construits ici à l'extérieur. Hein. Les fondations sont sur le bord du chemin quand on arrive. Et il y avait une rotation avec l'extérieur. Et donc la nourriture consommée en période de paix, c'est de la nourriture fraîche qui arrivait tous les jours de Barcelonnette, hein, de l'arrière. Et donc ça varie pas mal hein, pour le coup ce qui a été consommé en période de paix. Par contre, en période de combat, c'est prévu de pouvoir rester enfermé dans le fort sans avoir besoin d'en sortir pendant 3 mois. Voilà, il y a 3 mois d'autonomie pour 244 soldats qui sont prévus ici. Et là, voilà, évidemment, c'est de la nourriture qui se conserve assez longtemps, contenue dans des boîtes de conserve pour que ça prenne le moins de place possible et que ça se garde le plus longtemps possible. Donc c'est beaucoup, voilà, viande séchée, haricots, pommes de terre, des choses comme ça. Vous faisez des frites, hein, vous pouvez voir, il y a une friteuse. Voilà. À côté de la pièce ici, une seule batterie de fil qui fonctionne à la fois. À l'époque, hein, l'autre est là en secours. Si on avait une panne sur la première ou qu'il faut changer un filtre avec les fils de rechange qui sont dessus. Vous pouvez voir qu'il y a un système de palan aussi hein, ici pour transporter les fils parce qu'ils pèsent un certain poids évidemment. Donc on fait arriver l'air depuis le fond de la pièce. Là il y a un ventilateur qui permet de mettre tout ça en route, qui rebalance sur le conduit du dessus. Et donc les moteurs du ventilateur hein, qui sont juste ici là, et le système de démarrage des moteurs qui se trouve juste derrière là. Donc il y a un rhéostat pour faire ça progressivement un variateur pour éviter notamment de casser les courroies ou des choses comme ça. Alors une petite anecdote un peu drôle là, vous pouvez voir sur beaucoup d'interrupteurs ici, il y a la mention enclencher brusquement qui est écrite. Alors c'est pas juste parce qu'il fallait prouver qu'on était un homme ou quelque chose comme ça, c'est en fait que s'il le faisait pas assez brusquement, justement, le contact se faisait pas bien et il y avait un arc électrique qui pouvait se produire. Donc il fallait vraiment y aller franchement quand on déclenchait les trucs. Voilà. C'était pas pour rien que c'était ici. L'autre chose intéressante, ce sont les cuves d'eau qui se trouvent au fond ici. Donc ça, c'est pas l'eau potable. Hein. L'eau potable, elle est derrière la cuisine, dans le fond du couloir qui est là-bas. Alors, pour l'alimentation en eau, hein, j'explique un petit peu. Donc, c'est un captage à une source qui était un peu en contrebas de l'ouvrage, une pompe qui permettait de faire remonter l'eau. Mais il faut se dire que ça, on l'utilise uniquement en période de paix, puisqu'en période de combat, avoir une source qui arrive dans le fort, c'était un risque de se faire empoisonner par l'ennemi ou des choses comme ça. Donc, en période de combat, on coupe les arrivées d'eau, on ne va plus utiliser que les citernes qui sont à l'intérieur ici. Alors, donc, ces citernes-là, en fait, c'est l'eau de refroidissement pour les moteurs qui se trouvent dans la pièce d'à côté. Donc, des moteurs diesel qui produisent l'électricité. Hein,
C'est un circuit fermé comme dans une voiture, hein, on envoie l'eau froide vers là-bas. Ce qui est ingénieux, c'est qu'on va récupérer la chaleur de l'eau ensuite, hein, quand elle revient chaude, on va la faire passer dans le gros appareil qui est juste là. Et là-dedans, il y a ce qu'on appelle un aéro-refroidisseur. C'est comme un radiateur qui marche à l'envers. En fait, ça permettait de faire refroidir l'eau, on récupère la chaleur, on chauffe de l'air et ensuite on envoie l'air chaud dans les couloirs. C'est le deuxième système de chauffage de l'ouvrage. Celui-là, c'est l'échangeur qui est en dessous. Là. Oui, c'est ça, il y a un échangeur. Petite particularité de celui-là, c'est qu'il y a deux conduits hein, sur cet appareil avec des positions ouvertes et fermées qui sont là. Et donc il y a un conduit qui part vers la zone de combat, l'autre vers la zone de vie. Comme ça, en fonction de la période à laquelle on se trouve, on va chauffer plutôt une partie ou l'autre du choix. Voilà, voilà. Je vous amène à un endroit très particulier, le bloc des WC. Alors ça, c'est très très intime. Alors toujours uriner avant d'aller au pot. Et là, c'est les toilettes. Normalement, il n'y a pas de douche, ils se lavent au lavabo. Ouais. Vous voyez, hein, c'est vraiment très sommaire. Il n'y a pas de porte. Ça sert à rien. C'est convivial comme ça. Oui, on peut discuter. Le lavabo de l'officier et des sous-officiers. Et le toilette de l'officier et sous-officier. Donc vous voyez, hein, c'est très très sommaire. On prend des photos. Alors on arrive au dortoir, on connaît bien les lits des machines du Sud, avec ses lattes dans ce sens-là. Vous voyez, hein, 3 équipes qui se relaient sur les lits toute la journée, enfin de jour et nuit. Ils dormaient que 6 heures et le collègue prenait la place et il dormait 6 heures lui aussi. Non, ça c'était rajouté. La porte, je pense pas que ce soit d'origine. Donc vous voyez, c'est vraiment magnifique. Et là, je vais essayer de vous montrer la chambre du commandant. La chambre du commandant, bon, je l'ai pris en photo, mais il y a un hublot qui est peint. Donc c'est très 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 spécial. Allez, on va continuer. L'infirmerie, ça c'est top. On va attendre un petit peu. Voici l'infirmerie. Voilà, c'est des encarts. Enfin, tout le matériel médical. Bon, c'est le premier secours, hein, les secours, enfin les grosses chirurgies, c'est pas ici. La table d'opération. Bien précis, bien spécial. Pardon. On va par là. L'usine électrique. Il y a plein de choses en fait, c'est le câble électrique. À l'époque, ils isolent avec plein de trucs. Ils mettent déjà un papier couvert de graisse pour les 2 phases dedans. Voici dans l'usine électrique. Bon, c'est pas les moteurs d'origine, c'est les moteurs Renault. Mais c'est quand même énorme.
du gros moteur Renault. À l'origine, c'était des SMIM et ils ont été soit déplacés par l'armée après-guerre, mais certainement sabotés par les Allemands ou les Français quand ils se sont retirés en 40. Donc c'est vraiment très très beau, belle usine. Encore en bon état, même si c'est plus le moteur d'origine. Bon, je vais aller prendre des photos et on va. Alors là, je me trouve dans le poste de commandement. Alors les postes des téléphonistes, la prise téléphonique. Et voici là où on calculait les heures de tir. C'est des fils. Il y a juste à mettre les fils. La prise en question, on se posait des questions tout à l'heure. Vous voyez, les heures de tir complètes en nature, donc troupe à pied, blindé, enfin tout est marqué sur le côté. Ah. Là, c'est exactement la même chose. La vitesse du vent, l'hydrométrie, tout est calculé, c'est extraordinaire. Allez, on va continuer. Alors, on est en dessous du bloc de combat numéro 4. Donc il y a des magasins tout le long, le monte-charge, ouais, il va pas très très haut, ah quoi que si, bon, on va voir, on va y aller de toute façon. Stockage de munitions. Ouais. Donc on monte l'escalier. Couchette. On va mettre stop, hein. On va voir après. On est dans le bloc de combat, toujours le numéro 4, et là on a un mortier complet. Bon, c'est pas celui d'origine. Là c'est un 81, donc évidemment il n'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale, mais bon, c'est pas bien grave, c'est son principe. Voilà la salle où on ajustait où on préparait les mortiers, et là on les ajustait. La charge de poudre, une charge de poudre 1 km, ainsi de suite. Et là on rajoutait la poudre intérieure. Et tout ça assemblé dedans. C'était prêt au tir, avec les heures de tir bien sûr. Il y a plusieurs mortiers, évidemment. Voilà la salle de commandement du bloc de combat, bien sûr. Donc tout était transmis par téléphone. Et eux, ils donnaient l'ordre d'ajuster les canons par rapport à la cible. Allez, on va passer au-dessus, et au-dessus, c'est les canons eux-mêmes. Je me suis trompé, c'est les mortiers là. Allez, au mortier. Donc voilà, dans le bloc de combat, voici un canon. Voilà, c'est du 81, c'est pas celui d'origine de la Deuxième Guerre mondiale. C'est du 75 à l'origine. Poste de commandement. Donc vous voyez, hein, très complet, vent, ainsi de suite. Le radiateur n'était pas d'origine. Une poste mitrailleuse. Donc on continue. Hein. Là ici, préparer les obus. Avec le fameux monte-charge. Alors ici, il y a une goulotte à grenade.
Voilà les salles d'hexagonal, comment ça marchait. Je me dépêche parce qu'ils sont en train de fermer. Poste de tir encore. Avec le système projecté et douille. Allez, on descend.